Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, maître. Alors, nous sommes ensemble pour parler de ce joli et gros bébé, sixième édition de cet ouvrage qui s'appelle Recherche documentaire juridique méthodologie et que vous avez coécrit avec Stéphane Cotin. Première question, qu'y a-t-il dans ce livre? Je dévoile déjà un tout petit peu, je vais spoiler un tout petit peu votre réponse en disant que l'on a vraiment un ouvrage absolument pratique puisqu'il y a des thèmes sur les recherches jurisprudentielles, recherche de législation, cartographie des ressources doctrinales, avec ensuite, site par site, type de recherche par type de recherche, des explications extrêmement pratiques, ce qui fait que l'on va de la réflexion générale au mode d'emploi le plus opérationnel. Mais une fois que tout ceci est dit, vous, qu'avez-vous, avec votre co-auteur, voulu y mettre et en quoi se distingue-t-il des rares ressources en la matière qui pourraient lui être comparées? Alors, c'est un ouvrage dont je suis juridiquement co-auteur, et je voudrais quand même souligner que c'est un ouvrage qui a été porté pour ses 5 premières éditions par Stéphane Cotin, qui est chef du service de documentation et de l'aide à l'instruction du Conseil constitutionnel. Donc, j'ai très volontiers collaboré avec lui, compte tenu de sa grande expertise sur le sujet, et également avec Audrey Ziance, qui est avocate en Belgique. Et donc, je tiens à souligner leur travail. Le contenu de cet ouvrage, c'est un ouvrage à plusieurs entrées et qui peut intéresser plusieurs publics. C'est d'abord un ouvrage de légistique. Alors le terme paraît un peu barbare, mais il commence à se banaliser au sens où tout juriste qui soit en apprentissage, donc dans ce cas-là étudiant, un professionnel, comme vous par exemple, évidemment membre du barreau, ou chercheur, comme moi dans ce cadre-là, ou ancien magistrat, on a besoin de connaître dans le détail, et ce n'est pas toujours le cas, la manière dont un texte de loi, dont la législation, la jurisprudence, est non seulement élaborée, rédigée, publiée et classée. Et j'insiste sur le mot classement parce qu'effectivement, la recherche de documentation juridique, ça fait bien entendu référence aux modes de classement qui sont d'une certaine complexité et qu'on n'apprend pas nécessairement ou qu'on apprend sur le tas dans le cadre de sa pratique professionnelle ou dans le cadre de ses études, quelles qu'elles soient. Et la deuxième entrée concernant cet ouvrage, dans ce cas-là, c'est un ouvrage d'aide à la recherche au sens strict du terme, au sens où dans les différents domaines de la légistique ou dans les différentes productions juridiques, ou parajuridiques, dans ce cas-là, la législation, la jurisprudence ou la doctrine, bah, c'est un ouvrage qui justement va essayer de mettre en évidence toutes les possibilités d'accéder alors, le plus vite et le plus efficacement possible à l'information nécessaire. Non pas qu'elle soit cachée, mais au contraire, plus elle est accessible et plus paradoxalement, il n'est pas aussi simple qu'on l'imagine de la trouver. Donc c'est l'ambition de l'ouvrage, et donc dans ce cas-là, effectivement, il en est à sa sixième édition, bientôt peut-être sa septième, compte tenu du fait que manifestement il rencontre tous ses publics, et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un petit miracle. Oui, et c'est justifié. C'est d'autant plus, ça pourrait sembler être un miracle, je ne pense que c'est totalement légitime, mais ça pourrait sembler être un miracle en ce sens qu'il y a énormément, thème par thème, de listes que vous fournissez des différentes sources existantes, avec à chaque fois les adresses, la présentation de ce à quoi ressemble graphiquement tel ou tel site, telle ou telle source, et la manière de gérer avec, mais aussi énormément de domaines. Je prends un exemple sur des jurisprudences étrangères ou d'autres éléments. On a à chaque fois des listes, mais aussi des petits pièges sur les spécificités de chaque type de recherche. Et on pourrait s'attendre à ce que cet outil soit lui-même en réalité un outil purement en ligne, une sorte de métabase, non pas agrégateur, mais porte d'entrée vers d'autres bases. Est-ce qu'il vous a tenté de transformer complètement cet outil en étant une porte d'entrée vers les autres bases de recherche juridique? Ou est-ce qu'au contraire, ça serait, au-delà des problèmes techniques et juridiques de ce que serait cette démarche, ou est-ce qu'au contraire, ça dénaturerait votre ouvrage? Car pour l'instant, vous avez un ouvrage, quelque chose qui présente des modes d'emploi, plus qu'il n'est un outil d'accès à l'information lui-même. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de saut et est-ce que ce saut serait une dénaturation profonde de votre travail ou au contraire un outil utile? Alors, c'est clairement pas un portail qui directement permettrait en effet d'accéder
aux différentes sources, aux différentes plateformes qui sont mentionnées avec leur adresse respective dans l'ouvrage. Là, je vais rappeler quelque chose qui paraît presque banal, hein, mais en l'occurrence pour l'enseignant-chercheur que je suis, c'est un discours que j'ai l'habitude de tenir, c'est que dans un ouvrage papier, dans un premier temps, on trouve ce qu'on ne cherche pas. Et en l'occurrence, dans tout portail, dans tout site, dans toute formule entre guillemets d'accès direct sur Internet, très largement, on est guidé, on est conduit. Alors certes, pas de manière aléatoire, mais très souvent en termes de recherche, en termes de documentation, il y a un certain nombre de sources auxquelles on ne pense pas et auxquelles précisément les différentes plateformes ou différents sites ne vous conduiront pas. Alors ça, c'est une première chose, et c'est pour ça que j'insiste sur le format papier dans un premier temps, parce Mm. qu'il a des caractéristiques qui, pour le moment, ne sont pas remplacées et sont probablement irremplaçables pour justement trouver ce qu'on ne cherche pas et avoir l'intégralité justement de ces matériaux sous la main. Alors après, bien Je sûr me que... permets de vous interrompre, puisque nous sommes entre publicistes, pour dire combien je suis d'accord avec vous. Moi-même, dans ma propre pratique, je tends, bien que j'ai été formé à l'âge du papier, à l'oublier, alors que c'est par exemple sur le raisonnement par analogie que le papier est irremplaçable, parce qu'on ne trouve pas pile ce qu'on trouverait par un mot-clé ou une quasi-synonymie, mais en revanche, si on va pas dans alors, les manuels bien sûr, mais vous les traitez, mais surtout je pense aux tables du recueil Le Bon par exemple, où là on va trouver par le classement par thème des quasi-synonymies ou bah, les fameuses et remarquables tables du Conseil constitutionnel, encore une fois, bravo à M. Cotin et son équipe, mais où là on a un mode de recherche et d'accès à l'information qui ressemble à ce qu'est toujours le papier pour certains côtés, et où là, on va avoir les quasi-synonymies qui vont nous exploser les neurones avec bonheur. Parce qu'on se dit, ah, mais bien sûr, c'est le même raisonnement que dans tel truc, ça ressemble. Absolument. Excusez-moi, je vous Donc, interromps. non, non, du tout. Mais du coup, alors, on pourrait songer, effectivement, ça paraîtrait frapper au coin du bon sens, avoir une version dématérialisée, avec dans ce cas-là, effectivement, l'accès à tous les sites qui sont, le cas échéant, mentionnés. Là, je vous dirais que c'est un problème de modèle économique, parce que concrètement, toute forme de plateforme suppose une actualisation Oui. en temps réel et probablement une assistance d'une manière ou d'une autre, voire des formations spécifiques à l'usage, dans ce cas-là, des différentes plateformes. Alors moi, j'ai eu le plaisir de réaliser des formations avec Stéphane Cotin, précisément, dans laquelle on fait les deux. On a le support, j'allais dire, global, papier, théorique, ou l'interface entre enseignants et stagiaires, et dans ce cas-là, la mise en œuvre pratique d'une manière ou d'une autre. Donc je dirais que c'est complémentaire, mais c'est pas le même produit entre guillemets, et donc du coup celui-là est simple d'accès, facilement utilisable, immédiatement utilisable. Et à partir de là, du coup, avec un ordinateur à côté, on a pratiquement le même service, et disons sans la logistique qui irait avec, et qui modifierait complètement le modèle d'accès, disons, à ce type de support et d'aide à la recherche. Vous avez évoqué dans votre réponse tout à l'heure la diversité des publics, donc vous avez plusieurs publics. D'ailleurs, moi, bon, moi je l'ai acheté et je l'utilise, mais euh, mon âge fait que je suis plus tout à fait novice dans la recherche juridique. Mais euh, le titre pourrait faire croire que c'est pour les, somme toute assez rares, services de documentation juridique, alors que je pense que le juriste praticien et les différents types de juristes praticiens, qu'ils soient là en recherche ou avocats, notaires, que sais-je encore, à mon avis, ont tout à y gagner. Et on trouve énormément d'informations sur lesquelles on bute tout le temps, notamment une série d'acronymes ou autres, y compris dans les modes de recherche, que je trouve utiles. Est-ce que vous avez un retour sur ce que sont les utilisateurs, les acheteurs de cet ouvrage? Alors déjà, moi, je me suis mis du point de vue de l'utilisateur quand j'ai envisagé de collaborer avec Stéphane Cotin. J'étais utilisateur. J'étais Mm. utilisateur comme enseignant-chercheur et comme magistrat à la Chambre régionale des comptes. Et du coup, je me Mhm. suis dit, bah, c'est extraordinaire, effectivement, d'être confronté à un vrai documentaliste, à quelqu'un qui connaît parfaitement l'art du classement, entre guillemets, des sources juridiques, parce que j'ai appris, effectivement, des quantités de choses pour trouver plus vite, plus efficacement, plus rapidement l'information dont j'avais besoin. Donc le public, très clairement, c'est du point de vue de l'enseignement et la recherche et toutes les bibliothèques universitaires qui se précipitent sur l'ouvrage à chacune de ces nouvelles éditions, en France et à l'étranger, en tout cas pour les éditions francophones, hein, puisqu'on est avec un éditeur franco-belge, belge hein, principalement. Ensuite, vous avez dans cet ouvrage
un accès facile au droit, y compris du coup pour ceux qui démarrent leurs études ou qui ne connaîtraient pas. Parce que j'ai dit que c'est un ouvrage de légistique, il y a aussi quand même des explications de base Oui, pour ça, c'est une formulation qui, moi, m'a plu, mais qui, je me suis dit, ça va me faire peur comme expression. Voilà, donc du coup, je me permettre à ajouter qu'en effet, il y a quelques pages, quelques introductions utiles pour les non-juristes, du coup, qui rechercheraient de la documentation à quelque titre que ce soit, donc que ce soit un étudiant dans ce cas-là ou un utilisateur lambda, pour le familiariser avec tout ce qui est production juridique, l'organisation de la justice, et ensuite l'accès à différentes sources par les moyens les plus directs et les plus simples. Donc, une petite mise à niveau en termes de connaissances qui permet dans ce cas-là de s'adresser à un public un petit peu plus large, qui n'est pas forcément expert ou spécialiste, et qui du coup bénéficiera de l'accès à tous ces sites pour avoir en direct la possibilité d'avoir une information fiable et donc de première main. Et puis enfin, dans ce cas-là, avec Stéphane Cotin, on a réalisé des formations à la Cour des comptes, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de mystère en la matière pour former les publics de la Cour, alors des documentalistes certainement, mais pas seulement. La formation peut s'adresser à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont sollicités pour rechercher de la documentation. Dans les chambres régionales des comptes ou la Cour des comptes, ce sont tous ceux qui assistent, dans ce cas-là, les magistrats dans leur travail, et qui sont chargés de justement contribuer au travail de contrôle et d'enquête, et pour lesquels la nécessité de trouver rapidement de l'information claire euh, et pertinente, par définition, est aussi un besoin particulier. À la fois la formation et l'ouvrage peut satisfaire. Donc du coup, ça fait un public de professionnels, de juristes et de non-juristes, chacun pouvant trouver l'entrée qui lui correspond le mieux, là encore. Alors, dans le monde de la documentation juridique, où M. Cotin a une place particulière et une fougue particulière sur les débats de ce type, on a une vraie réflexion sur les modes de recherche en tant que, et de documentation et de classement en tant qu'ils reflètent des cultures juridiques différentes. Évidemment, le réflexe normal de l'anglo-saxon dans les domaines de droit, notamment nord-américain, qui sont majoritairement jurisprudentiels, dans ceux des domaines qui sont majoritairement jurisprudentiels, ce qui est l'essentiel, on a plutôt le réflexe, effectivement, de faire des recherches par mots-clés, en demandant à l'IA ou de gérer les quasi-synonymies, etc. Bien. Et d'affiner des recherches par des séries de questions. Nous, dans notre monde où il y a quand même une part importante du droit écrit, il y a une réflexion sur d'autres types d'arborescence. Est-ce que vous avez été confronté à ces différences-là dans votre recherche? Est-ce que vous pensez avoir désamorcé ces différences en rendant facile l'accès à l'information, ou est-ce que ça reste une barrière? Et est-ce que ces barrières vous semblent en réalité faciles à gérer quand on devient formé à ces questions, ou est-ce que ça reste des gages opérationnels dans la recherche? Alors c'est vrai que l'expert qui est Stéphane Cotin en la matière, hein, considère qu'effectivement ça peut avoir un impact sur la manière de rechercher, donc de structurer les moteurs de recherche, les sites de recherche, voire du coup les réponses que pourrait fournir même l'intelligence artificielle. Moi, je dirais que l'ouvrage, il a une vertu, c'est que du coup, il n'exclut aucun univers. C'est-à-dire que du coup, en effet, il recense toute la documentation accessible en ligne, y compris dans le monde anglo-saxon, dans le cadre de l'Union européenne et dans le cadre, disons, d'une recherche qu'on pourrait qualifier d'internationale. Donc, il donne la possibilité d'identifier, dans ce cas-là, les ressources les plus pertinentes, sachant que dans tous les cas, effectivement, la structuration de ces différentes ressources oblige néanmoins à une certaine gymnastique intellectuelle, parce qu'en effet, l'importance de la jurisprudence au sens large, hein, dans le monde anglo-saxon fait que la structuration des moteurs n'est pas tout à fait la même. Mais disons que l'ouvrage permet d'y accéder dans un premier temps avec un coût d'entrée qu'il est impossible d'effacer totalement et qui, disons, fait qu'il y a deux univers qui, pour le moment, sont un petit peu parallèles, qui ne se rejoignent pas. La question qu'évoque Stéphane Cotin, c'est celle de savoir si l'un ne va pas finir par influencer l'autre. Mais disons que pour le moment, de manière un peu pragmatique, en l'occurrence, il s'agit de pouvoir y accéder et ensuite de se familiariser avec la structuration des différents sites ou des moteurs de recherche qui renseignent sur la documentation juridique ou la production juridique. Dernière question. Est-ce que le développement de la recherche euh, euh,
par mots-clés sans opérateur booléen. On n'a plus les et ou sauf qui étaient indispensables dans les recherches autrefois et qui en réalité semblent aujourd'hui être des contraintes, mais en réalité structurer la recherche telle qu'on la conçoit dans sa tête. Est-ce que la disparition de ça, puis aujourd'hui, étape suivante, l'intelligence artificielle combinée avec le big data, qui fait qu'on a une immensité des informations et que l'intelligence artificielle va soit nous résumer, soit nous faciliter la recherche, soit affiner la recherche, mais par un jeu de questions-réponses, comme certains éditeurs commencent à le faire, que je ne citerai pas, au moins 2 et à mon avis 3 bientôt. Est-ce que ceci peut être de nature à effacer le savoir que l'on acquiert en lisant ceci? Je pense que non, mais je pense qu'on peut croire que oui. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'effectivement, hein, les outils s'additionnent plutôt qu'ils ne s'excluent les uns les autres. Donc, tout ce qui relève de l'intelligence artificielle, en l'occurrence, effectivement, de la suppression, le cas échéant, de la recherche booléenne que vous évoquiez tout à l'heure, la recherche par mots-clés, la nécessité d'avoir une représentation claire de ce qu'on veut précisément avant de le chercher, s'efface avec des systèmes qui sont de plus en plus performants, effectivement, par le jeu d'interaction quasiment en temps réel, permet d'y accéder un peu plus rapidement. Cela dit, là encore, ça se complète et ça se substitue pas. Et donc, depuis l'ouvrage papier jusqu'à ces moteurs, en l'occurrence, ou ces systèmes d'identification de l'information, on fait jamais l'économie de la capacité soi-même à évaluer l'information qu'on ait reçue, même par jeu de questions-réponses. C'est pas un juriste que je rappellerai que l'importance des sources est essentielle, que l'importance de la base de données utilisée, quelle qu'elle soit, l'est au moins tout autant, que si vous avez un texte à caractère juridique, il faudra quand même être capable de le contrôler d'une manière ou d'une autre, d'en comprendre le sens. Et d'une manière ou d'une autre, au contraire, paradoxalement, plus le moteur va vite et travaille à votre place, puis il faut être capable vous aussi de traiter l'information en temps réel pratiquement. Ce qui, là encore, renforce la nécessité de la compétence, de la qualification, de l'expérience, d'une manière ou d'une autre, pour se mettre à niveau de l'IA. C'est un paradoxe en l'occurrence. L'IA fait monter le niveau, au sens où elle donne le sentiment de pouvoir aller plus vite, mais il faut être capable soi-même, en l'occurrence, de s'adapter à une information et donc de la traiter soi-même, de la manière la plus efficace qui soit. Donc moi, je suis ravi du développement de ces différents moteurs de recherche, mais notamment parce que j'espère avoir le bagage suffisant pour être capable de l'analyser en temps réel. Et donc là, il y a une espèce de compétition un peu paradoxale qui peut se nouer. Donc là encore, sans vouloir l'éloge du papier ou du bouquin, plus je suis armé techniquement et plus je suis capable d'utiliser l'information qui m'arrive à jet continu et même pré-traitée dans le cadre des systèmes d'information actuels. Donc de ce point de vue-là, Ouais. Pour quelqu'un comme moi qui a été formé à l'époque du papier et qui a maintenant quand même un paquet d'années d'expérience, comme ça, putain, on a le réflexe de se dire oui, mais bah, moi chercher. Et moi justement, je trouve que ces outils, parce qu'ils nous facilitent la vie, peuvent nous aider à bien savoir chercher. Et l'intelligence artificielle, quand elle passe par des jeux de questions-réponses, permet de retrouver un autre mode de tâtonnement dans la réflexion qui peut aider. Mais je constate que en combiné avec l'abondance des sources à regarder, la tentation de laisser l'IA faire le travail à notre place en mettant notre cerveau en veille, croire qu'on travaille alors qu'en fait on déconnecte un petit peu, on n'est pas à 100% de sa concentration que l'on aurait si on faisait nous-mêmes la recherche, c'est un vrai risque. Donc je suis convaincu de ce que vous dites, c'est-à-dire c'est un outil puissant qui peut aboutir au meilleur comme au pire, tout dépend comment je l'utilise et c'est à moi de le maîtriser, enfin vous l'avez dit en d'autres termes. Oui, en l'état aujourd'hui, le maîtriser nécessite aussi de garder sa concentration plus qu'intacte au moment où il semble pouvoir se mettre en veille. Ça me paraît dangereux. Ça me paraît être un nouveau savoir à acquérir que de garder sa concentration quand elle semble ne pas être mobilisée alors qu'elle doit l'être. non, bien sûr, mais là encore, moi j'ai un intérêt particulier pour les méthodes de recherche et pour la recherche, en l'occurrence de documentation juridique, dans la mesure où, là encore,
vous le savez très bien, on est sollicité comme avocat, comme chercheur, pour régler des questions qui ne l'ont pas été. Il y a toujours l'illusion de croire que précisément on va trouver dans les textes existants, dans la jurisprudence, la solution déjà toute prête, en l'occurrence que l'IA du coup va nous permettre Mhm. de récupérer quasiment du coup sans effort supplémentaire, sans concentration intellectuelle, sans effort de construction, sans effort d'innovation. Donc c'est pour ça que c'est une aide, ça peut faire gagner du temps, mais ça ne crée pas, ça ne vous permet Mhm. pas de résoudre le problème nouveau qu'on vous a soumis et qui n'est jamais tout à fait semblable au problème Oui. précédent. C'est le paradoxe de la jurisprudence, hein, de ce point de vue-là. Et puis, vous touchez là du doigt le fait que quand on fait une recherche, on rêve de tomber sur le cas déjà traité, et comme vous venez de le dire, c'est jamais pile poil la même chose. Vous l'avez dit en termes plus élégants. Et en plus, si on trouve toute cuite la réponse, on n'a pas le petit plaisir intellectuel qui fait le bonheur du juriste et qui illumine sa journée. Donc finalement, si on garde notre cerveau en éveil et qu'on réussit à rebâtir un raisonnement juridique, un syllogisme, d'un coup, la vie est plus belle, quoi. Absolument. Et j'ajouterais qu'en tant que chercheur, dans ce cas-là, les reformulations des autres, y compris et surtout d'une IA, moi, me conviennent rarement. Je Mmh. préfère aller sur Légifrance, je préfère lire l'arrêt original, ça me prend un petit peu plus de temps. Cela dit, il y a des abstracts, il y a différentes techniques, dans ce Mmh. cas-là, auquel l'ouvrage aide à acquérir ou à développer. Mais en l'occurrence, le mot original, le mot originel me plaît en Oui. général beaucoup plus que la reformulation synthétique, dans ce cas-là, que n'importe quel système pourrait produire. Alors certes, on pourrait dire que j'ai peut-être un peu plus de temps en tant qu'enseignant-chercheur, mais en même temps, c'est mon métier précisément de prendre ce temps-là pour essayer d'avoir une production dont je suis à peu près sûr à 100%, en tout cas du point de vue des sources et du point de vue même des mots qui sont employés. Et là encore, euh, ça suppose de remonter à la source. Et donc l'ouvrage en question, c'est un ouvrage qui incite à remonter à la source. En l'occurrence, c'est donc, certes, c'est un effort supplémentaire, ça a un coût, mais en même temps, l'exactitude et la fiabilité, du point de vue juridique, s'en trouvent grandement améliorées, me semble-t-il. En tout cas, c'est l'objectif recherché. Bah, écoutez, je pense que c'est une très bonne conclusion et que ça nous servira de mot de clôture. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, monsieur le professeur. À bientôt. Merci, au revoir. Un grand merci à vous. Au revoir.